Alors, la particularité des entretiens que vous êtes amenés effectivement, vous, à avoir, c'est des entretiens avec un public décrocheur ou en risque de décrochage. Et on sait effectivement que le recueil d'informations, il est assez complexe dans ce cadre-là parce que les causes, elles peuvent être multiples et imbriquées, hein. On peut être face à un jeune qui est à la fois en difficulté face aux apprentissages, mais également en mal-être, avec une faible estime de soi, des problèmes familiaux et des difficultés éducatives, sociales. Enfin voilà, on sait que ça peut être effectivement assez complexe et que du coup, parfois, au cours de ces entretiens, tout à coup, on se retrouve on se retrouve dans un entretien révélation. Et donc, voilà, on va arriver sur justement ces entretiens qui peuvent parfois nous mettre à mal. Et on va voir, voilà, justement sur quoi on va pouvoir s'appuyer pour que ça se passe du mieux possible. L'entretien révélation. Donc, les deux mots à retenir sont bienveillance et neutralité. On ne suggère rien, on ne donne surtout pas son avis. L'élève ne veut pas forcément notre avis, il veut au départ qu'on l'écoute. On part du principe que l'élève ne nous ment pas. Nos questions ne doivent pas trahir un doute, hein, mais plutôt qu'on cherche à montrer qu'on essaie de bien le comprendre et de ne pas trahir ses propos. On ne doit pas mettre en question la parole de l'élève et on ne lui montre pas nos doutes si on ne le croit pas. On ne cherche pas non plus à acquérir à tout prix une certitude. On n'est pas de la police, on ne mène pas une enquête. Ce n'est pas notre rôle de s'assurer de la véracité des propos. Et encore une fois, on part du principe que l'élève nous dit la vérité. Les questions, c'est mieux si elles sont ouvertes. Ces questions ouvertes permettent à l'élève d'utiliser ses propres mots. Ce sont des questions qui n'orientent pas de réponse, qui ne demandent pas un oui ou un non et qui l'invitent au contraire à s'exprimer. Alors attention, il peut y avoir aussi des incohérences dans les propos de l'élève, des confusions et encore une fois des temps de silence. Il faut qu'on respecte ce rythme-là, surtout quand l'élève nous parle d'un traumatisme vécu. Donc on le laisse venir à nous. Alors évidemment, quand les silences sont trop longs, à un moment donné, on reprend la main. Faut y aller. Hein. mais on peut laisser un petit peu le temps à l'élève de réfléchir aussi, de peser ses mots. Voilà, des fois, quand je coupe le silence, il me répond non, mais je cherche mes mots. Donc, c'est ça, faut pas en avoir peur. Donc, on attend un petit peu. Donc, ce que nous disent les élèves peut être influencé par plusieurs facteurs. Donc, des facteurs qui lui sont propres, mais aussi ce que nous lui renvoyons nous. Donc, du côté de l'élève, ces mots seront choisis en fonction de ce qu'il ressent. Donc, soit la honte, soit la peur, soit au contraire le soulagement de parler, en fonction de ses souvenirs, de sa mémoire, selon l'ancienneté des faits. Ou encore en fonction de l'événement raconté. Donc, il n'y aura pas la même émotion chez l'élève s'il nous parle d'un viol, s'il nous parle de harcèlement, s'il nous parle de coups ou de raquettes. De notre côté, on doit faire aussi attention à ce qu'on renvoie à l'élève. Il doit se sentir en sécurité et en confiance. On doit être bienveillant. On ne lui montre pas notre impatience. Et non plus, on ne se laisse pas envahir par nos émotions. On le disait tout à l'heure, on parlait de la subjectivité. Il faut qu'on soit à l'écoute et il faut qu'on soit en mesure d'écouter l'élève. Il faut savoir se mettre à distance, c'est ce que tu disais là tout à l'heure. Même si la révélation nous fait écho, c'est encore une fois toute la difficulté de l'entretien, c'est qu'on est humain et qu'on a pu vivre ce que l'élève nous raconte et que des fois c'est compliqué pour nous aussi d'écouter ce qu'il a à nous raconter. Donc il faut vraiment qu'on fasse très très attention à ça. Il faut qu'on fasse attention à ne pas être intrusif. Donc on montre notre intérêt pour ce qu'il nous dit en l'écoutant attentivement. On lui demande si il nous autorise à prendre des notes
Et on lui dit que c'est pour être bien sûr de ne rien oublier et de ne pas transformer ses propos. Donc on lui demande s'il est d'accord. Mais s'il n'est pas d'accord, eh ben, vous ne prenez pas de notes et vous essayez de retenir très précisément ce que l'élève vous dit. Et dès qu'il sort du bureau, vous essayez de noter les propos exacts avec les guillemets, si c'est possible. Alors généralement, moi, j'ai jamais eu de non. Les élèves, ils me disent toujours d'accord. Bon, j'essaie de pas prendre de notes, j'essaie de me rappeler, mais quand je vois que ça va être coton, moi je prends des notes. Je lui demande si je peux prendre des notes. Généralement, ils disent oui. Voilà. Alors, ne lui demandez pas non plus d'écrire. Ce n'est pas à lui d'écrire ce qu'il est en train de vous dire, pour plusieurs raisons. Hein. Déjà, pour certains élèves, l'écrit est quand même hyper compliqué, c'est très difficile. Surtout ceux que vous recevez hein, dans le cadre du décrochage. Donc, parfois, souvent, la plupart du temps, ça peut être très compliqué. L'écrit est une source d'angoisse pour beaucoup d'élèves. Et puis, en plus, les mots utilisés à l'écrit ne seront pas les mêmes que les mots qu'il pourra dire oralement. Et parfois, ces nuances peuvent être très importantes dans le cadre de l'écrit que nous, on va faire après. Excuse-moi. Très important aussi, ne lui promettez pas de garder le secret. Vous êtes honnête avec lui et vous lui dites que vous avez l'obligation d'en référer aux autorités compétentes pour le protéger. Même s'il pleure et même s'il vous implore. On essaie de négocier. Généralement, ça fonctionne. Mais si ça ne fonctionne pas, tant pis. On n'est pas là non plus pour lui faire plaisir. On est là pour le protéger. Donc, le cadre, que dit la loi? Alors, très rapidement, la loi de 2007, elle réforme la protection de l'enfance. De 1989, il me semble, mais je ne suis pas sûre, je n'ai pas vérifié. Non, mais je n'ai pas vérifié. Vous retrouverez là... voilà, vraiment précisément dans la petite flèche. Bon, en tout cas, donc elle réforme la protection de l'enfance et elle renforce le volet de la prévention. Elle réaffirme la place du conseil départemental comme chef de file de la protection de l'enfance et elle crée les CRIP, donc évidemment j'ai un trou, les cellules de recueil d'informations préoccupantes qui servent à désengorger les parquets et à privilégier les évaluations sociales. C'est-à-dire qu'on privilégie le repérage et la prévention en première intention. Ensuite, la loi de 2016 qui vient réformer la loi de 2007, elle s'articule autour de 3 orientations, mais on va le dire très rapidement. Donc, une meilleure prise en compte des besoins de l'enfant pour une meilleure prise en charge, une amélioration du repérage et du suivi des situations de danger ou de risque. Donc là encore, on insiste sur la prévention et le repérage pour privilégier les évaluations sociales et l'administratif, et le suivi administratif plutôt que judiciaire, je veux dire. Et on développe la prévention à tous les âges de l'enfance. Donc, l'accompagnement est prolongé jusqu'à la majorité. Donc, tout fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit, est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs. C'est-à-dire que celui qui reçoit les confidences de l'élève est celui qui rédige l'information préoccupante. Si l'élève revient sur ses propos, sur plusieurs entretiens, a-t-on le droit de le faire écrire? Alors, sur plusieurs entretiens, normalement, la question ne se pose pas parce qu'à la suite du premier entretien, l'IP est rédigé. Moi, ça m'est arrivé. Hein. Et donc, avec l'élève qui m'a dit non, mais c'est pas vrai ce que je vous ai dit, j'ai menti, il s'est pas passé ça, etc. Bon, déjà, je lui ai dit clairement que je ne le croyais pas, bon, et que de toute façon, l'IP était déjà rédigée et partie. Alors, j'ai menti, l'IP n'était pas partie, mais elle était déjà rédigée. Et c'était tout en fait. Je partais du principe que dans le doute, l'IP devait être rédigé. Alors pour les parents, si c'est un mensonge, effectivement c'est un mauvais moment à passer, mais c'est pas si grave que ça. Et nous, on doit protéger l'élève. Donc dans le doute, on écrit. On n'attend pas 50 entretiens. Mais on écrit, on ne fait pas écrire ah oui, non, le jeune. Bien sûr que non. Non.
De toute façon, Merci. le jeune après sera écouté, donc entendu. Donc, si lui, il veut revenir sur ses propos, c'est ce qui m'est arrivé avec cet élève d'ailleurs, hein. Il est revenu sur ses propos au moment de l'entretien à la MDS, et du coup, ça a été classé. Mais c'est leur responsabilité, c'est plus la nôtre. Donc, l'information préoccupante. La finalité, en fait. Donc, qu'est-ce que c'est? Donc, une information préoccupante, c'est le document officiel de transmission des écrits de la protection de l'enfance. Et donc, elle sert à transmettre la situation d'un mineur afin d'évaluer le danger et la protection et le besoin d'aide pour le mineur et pour sa famille. C'est un document administratif qui appartient au département une fois qu'il est envoyé. Et donc, une fois que l'IP est envoyé, si une famille vous la demande, vous la redirigez vers la CRIP qui lui transmettra, soit telle qu'elle, soit avec des éléments qu'il aura effacés, pour protéger encore une fois l'élève. Les familles doivent être informées de la rédaction de l'IP, sauf intérêt contraire de l'enfant. C'est-à-dire si il vous fait part de crimes et de délits dont il a été victime, en gros, si les faits sont pénalement qualifiables. Par contre, si on parle de scarification et que la famille n'est pas en cause, et que vous voulez faire une IP parce que vous estimez que la famille est en défaut de soins, là, il faut prévenir la famille. Et l'IP devient un signalement lorsqu'elle est transmise au procureur de la République. C'est généralement donc quand les faits mentionnés sont des crimes ou des délits, que les faits sont pénalement qualifiables, ou alors que malgré un suivi, un accompagnement régulier de la famille, on voit que finalement son accord n'est que façade, que la famille n'accepte pas vraiment les aides proposées et qu'elle ne met pas en place les solutions proposées. Quand l'a faire et qui l'a fait? Donc, on l'a abordé juste avant, mais en fait, c'est bien celui qui reçoit la parole de l'enfant qui rédige l'information préoccupante. Voilà, il faut éviter dans la mesure du possible de faire répéter l'élève. Hein. C'est ce qu'on se disait tout à l'heure. On lui demande de prendre des notes ou on prend des notes tout de suite quand il est sorti de cet entretien parce qu'effectivement, ça va être quand même très important d'être factuel et de reprendre ses propos entre guillemets. Alors, quand est-ce qu'on l'a fait? Quand l'enfant apparaît être en danger ou en risque de danger, hein, et que les difficultés qui sont repérées, elles perdurent, elles s'amplifient, malgré les échanges et ou les propositions d'aide qui leur ont été faites. Le repérage d'une situation d'enfant en danger, c'est une démarche qui va impliquer l'enfant, ses parents et le professionnel, l'équipe. Sauf intérêt contraire de l'enfant, la famille doit en être informée, c'est ce qu'on vous disait tout à l'heure, sauf bien sûr si elle est incriminée. Ou réfractaire. Ou réfractaire, ouais. Tout à fait. En cas de révélation de tout acte de nature pénale, violence physique, sexuelle, conjugale, harcèlement, l'IP doit être alors rédigée sans délai. On essaie d'être le plus rapide possible. Hein. L'enfant sort de l'entretien, on prend le document hein, vous connaissez certainement tous, et on le rédige dans l'immédiat. Effectivement, dans cette rédaction, on ne doit pas empêcher une contextualisation de la situation. On va le voir effectivement sur ce nouveau formulaire. Hein, il a été réactualisé, il est un peu plus étoffé pour nous parce qu'effectivement, on n'a pas le même document que l'assistante sociale. Par contre, que ce soit vous, nous, psychologues, infirmières, etc., tous les autres professionnels, on a le même formulaire. Et puis, effectivement, si l'auteur des actes dénoncés, c'est un parent de l'enfant, on ne l'informe pas de l'écrit, bien entendu, pour éviter tout risque de représailles sur l'enfant et ça peut nuire du coup à l'enquête. Quelquefois, les élèves viennent en disant qu'un ami vit une situation. Que fait-on? S'il nous parle d'un ami, on demande un nom. Oui, en lui disant qu'effectivement, on aimerait bien pouvoir recevoir cet ami pour pouvoir en savoir plus et surtout pouvoir l'aider. Donc après, effectivement... S'il ne vous donne pas le nom, on lui dit que du coup, on ne pourra rien faire et qu'il peut dire à cet ami de venir nous voir. Si vous pensez qu'il parle de lui,
malheureusement, on ne peut pas faire grand-chose non plus. Oui, lui dire qu'on est disponible ouais. et pour cet ami, Ouais. quand il sera, quand il se sentira prêt à pouvoir en parler, mais on ne pourra pas en faire, plus que ça. On ne peut pas faire une IP en disant cet élève nous a dit que, en parlant d'un ami, mais on pense que c'est lui. Ça, c'est pas possible. Les parents sont séparés, l'élève fait état de violence de la part d'un parent. Peut-on prévenir l'autre parent? Alors, les deux parents, alors, si l'autre parent est dans le sud de la France, on peut. Après, ça dépend en fait. Moi, je demande toujours aux élèves quels sont les liens entre le père et la mère. Dans ces cas-là, quand le jeune nous répond que la maman est au courant, que c'est compliqué, qu'elle a peur, etc., on peut appeler la maman. Si l'enfant nous dit non, faut pas le dire parce que maman, elle va en parler à papa, là, évidemment, on n'appelle pas la mère. Et on explique dans l'IP qu'on n'a pas prévenu la mère parce que l'enfant nous a dit que. Mais si l'enfant nous dit que la mère sait, on peut appeler, oui. Très difficile à répondre. En fait, il y a tellement de paramètres cas, aussi, c'est tellement compliqué. Dans ce cas-là, vous nous dites. Dans quel cas contacter les parents lorsqu'on repère des carences ou maltraitances? Alors justement, quand on parle de maltraitance, on n'appelle pas le parent. C'est-à-dire dès qu'il nous parle de maltraitance, de coups, d'insultes, de carences, là, ce sont des faits qui sont pénalement qualifiables. C'est-à-dire que ça demande une enquête de police et donc on ne prévient pas le parent. On prévient le parent quand il y a du mal-être, des scarifications, des troubles alimentaires, où on se dit que là, le quand parent... le parent n'est pas en cause et qu'il peut protéger son enfant. Exactement. En fait, l'enfant, il nous dit assez régulièrement, ça vient de lui, il nous dit que maman ne le sait pas, qu'il n'ose pas lui dire pour ne pas lui faire de peine, par exemple. Et là, on lui dit, mais c'est pas à toi de protéger maman, c'est à maman de te protéger, donc je vais l'appeler. Mais en fait, c'est très clair. On n'appelle pas les parents quand les actes sont pénalement qualifiables. Pour tout le reste, s'il n'y a pas maltraitance, s'il n'est pas en danger à cause de ses parents, on appelle la famille. Mais en fait, dans ce cas-là, pour de vrai, vous ne faites pas les IP en fait, parce que vous nous en parlez généralement et nous, on prévient la famille. Vous, les IP, vous les faites quand vous n'avez pas le choix et que c'est pénalement qualifiable. En général, c'est ça qui se passe. Parce qu'après, on prend le temps de l'évaluation, en fait. Tous les faits, donc on vient de le dire, pénalement qualifiables doivent être transmis sans délai et les parents ne doivent pas être avertis de la rédaction de l'IP s'ils sont mis en cause, d'accord, ou s'il y a un membre de la famille, même de la fratrie qui est mis en cause. On parle de danger grave et immédiat. Les situations qui vont nécessiter une évaluation, une enquête de la police immédiate ou une protection immédiate du mineur. Donc là, pour donner quelques exemples, s'il y a des traces de coups qui sont constatées, des négligences lourdes sur l'enfant en bas âge ou des jeunes enfants qui sont seuls au domicile, des parents à l'étranger ou en déplacement, des violences sexuelles dont l'auteur présumé se trouve au domicile, avec effectivement des demandes de placement en urgence d'un mineur. Voilà. Si les élèves se confient à vous, c'est qu'ils ont envie effectivement que la situation change, même si au départ ils vous demandent de ne pas en parler. On explicite, on explique en fait pourquoi on doit rédiger cette information préoccupante dans le cadre de la protection de l'enfance. Peut-on nous reprocher de ne pas avoir prévenu les parents? Oui, évidemment que les parents peuvent le reprocher parce que les parents, de toute façon, à un moment donné, sont au courant puisqu'ils reçoivent une convocation. Mais alors moi, on ne me le reproche pas. J'avoue, les parents ne me le reprochent pas, mais les collègues hors AS sont parfois mis à partie, effectivement, par les parents. Mais c'est pas grave. Nous, vous recadrez dans le cadre de la loi et vous leur dites que la loi vous impose de faire une information préoccupante parce qu'on nous impose de protéger les enfants et qu'on n'a pas d'autre choix que de faire l'IP en fait. Donc oui, les parents peuvent nous le reprocher. Par contre, au niveau de la CRIP, non, on ne nous le reprochera pas. Si les faits sont pénalement qualifiables, attention.
Oui, c'est ça, c'est tout Oui. dépend ce qui est. Oui. Parce que si les faits ne sont pas pénalement qualifiables et que vous n'avez pas prévenu les parents, alors cette oui, étape, là, par contre, oui, on importante. peut vous le reprocher. Alors, les éléments de danger sont définis dans l'article 226.2.2 du Code de l'action sociale et des familles. Donc, les voici. Des alertes liées à la santé. Donc là, on entend par là toutes les négligences, les défauts de soins, d'hygiène, les carences alimentaires, les défauts de surveillance, les troubles du comportement, de l'appétit, du sommeil, si l'enfant est témoin de violences conjugales, intrafamiliales, et que il n'y a pas de prise en compte du rythme et des besoins de l'enfant par rapport à sa sécurité. Donc là, on parle de défaut de surveillance, on l'a dit tout à l'heure, si jamais il y a des parents, les deux sont en déplacement, ou à l'étranger, s'il y a des violences physiques, psychologiques, sexuelles, des négligences lourdes ou des violences intrafamiliales, voire des conduites à risque. Tout ce qui est alerte par rapport à la moralité, c'est-à-dire que si l'enfant il va être témoin ou auteur de comportements qui vont être inadaptés, ou s'il y a de l'incitation à commettre des actes délictueux. Et par rapport au dernier point d'alerte, au niveau de l'éducation, si effectivement il n'y a pas de repères ou de limites éducatives, qu'il y a un manquement à l'obligation scolaire, effectivement, on a vu des IP pour des élèves décrocheurs pour lesquels il n'y a pas du tout de lien avec les familles. Si effectivement on observe une absence de sociabilisation de l'enfant ou de rigidité éducative. Tout ça nous met en alerte et peuvent nécessiter effectivement la rédaction d'une information préoccupante. Alors, quoi écrire dans l'IP? On va vous donner quelques outils. Donc, on est factuel et seulement factuel. On ne donne pas son avis et on n'est pas évasif. La personne qui reçoit l'IP doit pouvoir comprendre le danger ou le risque de danger à la première lecture. L'IP doit être claire, fiable, précise et impartiale. Les verbes comme sembler et paraître peuvent traduire un doute. Et s'il y a un doute, il n'y a pas de clarté et les incertitudes n'ont pas lieu d'être dans une information préoccupante. Donc, on peut exprimer un doute, mais seulement s'il est impartial. Par exemple, ce point n'a pas pu être évalué. Ces verbes-là ne sont pas forcément à proscrire, évidemment, mais on doit faire très attention à leur utilisation dans la phrase et à leur sens dans la phrase. On fait attention à la ponctuation, qui peut indiquer un avis, un jugement, un sous-entendu ou des émotions, de la colère ou de l'ironie de notre part. On fait attention aux points d'exclamation, ils sont à bannir sauf s'ils sont entre guillemets et qu'ils retranscrivent la parole de l'enfant ou de la famille. On fait attention aux points de suspension aussi, parce que le lecteur peut s'imaginer que vous n'avez pas tout dit et le lecteur n'a pas à déduire ce que vous avez voulu écrire. Et on fait aussi attention aux questions rhétoriques qui peuvent traduire une opinion et donner notre avis. Par exemple, on ne peut pas dire « Monsieur a-t-il bien compris les besoins de son enfant ?» Sous-entendu, non, pas du tout. Donc ça, on fait attention. On évite les appréciations personnelles, les intuitions et les ressentis. On cite le discours très précisément et on ne trahit évidemment pas le propos de l'élève. On ne juge pas ni en bien ni en mal. Donc on fait très attention. L'IP engage notre responsabilité, mais je dois écrire l'IP si je reçois les révélations. Donc là, on est sur l'article 40 du Code de procédure pénale. On insiste, celui qui reçoit les révélations écrit l'IP. Et on ne fait pas répéter l'élève pour plusieurs raisons. Donc, pour éviter que son discours évolue, pour éviter qu'il ne se sente pas cru, pour éviter que son discours s'estompe et pour ne pas être dans une attente, dans un délai pour attendre l'entretien avec un autre collègue, notamment s'il y a urgence à écrire cette IP.
Lorsqu'un élève est témoin de violences intrafamiliales, doit-on rédiger une information préoccupante ou un signalement? Alors nous, on fait que des IP. De C'est toute ça. façon, c'est eux qui les transforment en signalement, Mais selon ce qui est écrit. c'est une IP, oui. Mais c'est le même formulaire. Donc, c'est un nouveau formulaire qui a été adressé à l'ensemble des établissements. Donc, vous pouvez, voilà, si vous ne l'avez pas, vous pouvez le récupérer facilement. Direction là. Voilà, c'est ça. La direction, le secrétariat va pouvoir vous l'envoyer. Donc, qu'est-ce qu'on retrouve sur cette IP? Donc, il faut déjà savoir que cette IP s'enregistre toujours en format Word, LibreOffice, pas en format PDF. Ça, c'est important. Alors, c'est bien indiqué, hein, important en rouge. Voilà, il faut vraiment l'envoyer quand elle est. Une fois qu'elle est complétée, il faut absolument l'envoyer en format Word. Il ne faut pas la modifier. C'est ça. Alors, les premières informations, c'est celles qui vous concernent. Donc, on ne met que des coordonnées de téléphonique professionnelles. Donc, si on n'a pas de portable pro, hein, d'ailleurs, on met le numéro de l'établissement. Et on met le mail professionnel. Tout à fait. Et si, si vous êtes auditionné au niveau du commissariat, si on vous demande de venir témoigner suite à l'IP, vous donnez vos coordonnées professionnelles également. Donc, le numéro de l'établissement scolaire, l'adresse de l'établissement scolaire. C'est très, très important parce que les procès-verbaux peuvent être lus par les familles. Donc, on ne donne rien de personnel. La police le sait. Donc, si elle insiste, vous dites non. Voilà. Alors, ensuite, l'identité de l'élève. Et puis, enfin, toutes les coordonnées des parents que vous allez pouvoir retrouver dans le dossier de l'élève. Donc ça, normalement, c'est des choses qu'on peut retrouver facilement. Ce qui est parfois un peu compliqué, c'est quand il n'y a pas de dossier, notamment pour remplir ici la fratrie. Voilà, parfois, on n'a pas ces éléments. Donc, non renseignés. Si vous ne savez pas, vous ne renseignez pas. Vous ne pouvez pas le renseigner, bien entendu. Vous écrivez non renseigné, c'est important. Ah oui, on écrit non renseigné. Oui, on écrit non renseigné. On écrit non renseigné. Ok. Alors, les éléments jugés préoccupants ayant mené à la remontée d'informations. Donc là, à gauche, vous avez les motifs de vos inquiétudes. L'absentéisme, comportement, les violences, les addictions, grossesse, etc., etc. Et à droite, en fait, c'est la nature du danger subi, c'est-à-dire de quoi il est victime. Donc, est-ce qu'il est victime de violences sexuelles? Donc là, voilà, pour vous donner des exemples, viol, attouchement, en violence physique, des coups, des brûlures, fractures. Sur les violences psychologiques, les humiliations, le chantage, les négligences lourdes, ça peut être effectivement des carences de soins, d'entretien, de nourriture. Après, il y a des choses qui vont ensemble, négligence, carence. Oui, voilà. Il y a des choses qui se regroupent quand même, oui, tout à fait. Quand on parle de danger moral, on parle notamment d'incitation à la prostitution, à la pornographie. Et puis ensuite, on va vous demander de noter, du coup, dans cet encart, tous les propos entendus directement par l'émetteur, ce qu'on vient de vous dire, ce qu'on a pu vous dire depuis tout à l'heure. On reste très factuel et on utilise les guillemets. Et là, c'était quoi? Non, c'était pour rappeler, c'était l'article 40. D'accord, c'était pour rappeler l'article 40. La famille peut-elle avoir accès à l'information préoccupante? La famille peut demander l'IP à la CRIP et la CRIP peut lui donner parce que la famille est en droit de lui demander. Selon ce qu'il y a écrit dans cette IP, soit il l'envoie tel quel, soit, vous n'avez pas écouté, soit ils effacent ce qui est écrit et qui peut porter préjudice à l'élève. Mais si, en fait, elles peuvent avoir accès à l'IP. C'est la raison pour laquelle on vous demande de l'envoyer en format doc pour qu'il puisse effectivement effacer certains éléments avant de transmettre si jamais c'était demandé, quoi. Sur l'encart du haut, donc on explique les raisons de nos inquiétudes. Et puis après, il faut recompter. Enfin, on demande des éléments. Donc ça, c'est nouveau cette année du contexte. Donc de la scolarité de l'élève. Est-ce qu'il est assidu? Quel est son comportement en classe? Ses résultats, ses retards? Est-ce que vous avez connaissance, sinon c'est non renseigné, mais est-ce que vous avez connaissance de la situation familiale? Est-ce qu'il y a des parents séparés, une garde alternée? Enfin voilà, ce que vous avez comme élément d'éclairage.
Et puis, effectivement, est-ce qu'il y a des propositions qui ont été faites à la famille? Donc là, on est bien d'accord, hein, si on est sur une IP avec des éléments de danger, la famille n'est pas avertie de la rédaction d'IP, donc là, on ne complète rien. Mais si effectivement, c'est une information préoccupante pour un élève qui est décrocheur, donc dans ces cas-là, on peut noter quand même qu'il y a différents temps de rencontre qui ont été faites, ou en tout cas quelques tentatives de rencontres, du tutorat, fiches de suivi, ateliers, classe relais, enfin voilà, tout ce qui a été proposé ou mis en place pour aider la famille. Non, c'est Et donc, la dernière page, voilà, la famille est-elle informée de cet écrit? Sinon, vous précisez que ce sont des faits pénalement qualifiables, hein, crime ou délit. Et donc, dans ces cas-là, ça permet tout de suite de comprendre pourquoi, bien sûr, que la famille n'a pas été avertie de cette rédaction. Et puis, dernière chose, si la situation a déjà fait l'objet d'une information préoccupante, oui, si vous en avez connaissance avec la date, et non, généralement, on ne sait pas. C'est ça, donc vous mettez non renseigné. Ouais. Si on ne sait pas, si vous ne savez pas, vous mettez non renseigné. Vous n'avez pas cette information. Ne laissez pas les cases vides, écrivez non renseigné. Dans quel cadre la gendarmerie peut-elle nous auditionner après une information préoccupante? Préciser, et dans tous les cadres, en fait. Elle a le droit de nous auditionner parce que éventuellement elle voudrait avoir des informations complémentaires. Alors je suis d'accord avec la question. Moi, quand j'ai été auditionnée au commissariat, je suis partie avec mon IP parce que je n'avais rien d'autre à ajouter. Mais en fait, on ne peut pas leur dire non, vous avez notre IP. Donc on y va avec l'IP, et des fois l'IP date d'il y a 1 an ou 2 ans, hein. Donc on ne s'en rappelle plus du tout, donc on part avec notre IP et puis on répète ce qu'on a écrit dans l'IP, effectivement. Voilà, mais ils ont le droit de nous auditionner. Quand est envoyé le formulaire en établissement? En début d'année. Par tes services d'ailleurs, par le SSF. Oui, en début d'année. En début d'année, tous les ans il est renvoyé. Ouais. Donc il suffit de demander au secrétariat de son établissement pour en avoir une. Oui, tous les personnels ne l'ont pas, évidemment, parce que c'est pas possible, mais chaque établissement scolaire, oui. Faut le demander, c'est tout. Doit-on toujours informer l'élève de la rédaction de l'information préoccupante? Oui. Toujours. Toujours, on est vraiment dans une relation de confiance. Donc, si on l'a évoqué, en disant que parfois il n'est pas d'accord. Non, on n'a pas dit peut-être. Bon. Oui, on l'informe toujours. On est dans une relation de confiance. On a dit qu'il fallait qu'on soit honnête avec lui, qu'on serait obligé d'en référer Tout à fait. Aux autorités compétentes. Alors ça peut jouer en autre défaveur. Hein. Moi, ça m'est déjà arrivé que du coup, l'élève en parle à ses parents et la mère qui m'appelle derrière. Bon, et tant pis, c'est le jeu. Et c'était des faits pénalement qualifiables, alors je ne me raconte même pas. Alors, cet entretien d'écoute, on a vu que c'était parfois un exercice qui est délicat, qui va demander du tact, de l'empathie et une certaine neutralité. Notre rôle principal, ça va être vraiment d'écouter, de guider l'adolescent vers les ressources qui vont être les plus appropriées en fonction de la situation, tout en lui offrant cet espace sécurisé pour s'exprimer. Il faut être conscient de nos capacités, parfois de nos fragilités, pour recueillir certaines révélations, comme vous l'a dit Christina tout à l'heure, et se dire qu'on n'est pas seul vraiment en établissement. On a des équipes, différentes équipes, dont quand même le pôle médico-psychosocial qui est là en appui. Donc, pas hésiter à interpeller pour prendre conseil. Et si on n'a pas, il y a les chefs. Oui, c'est ça. Et il y a quand même les chefs. Oui, c'est vrai que parfois... oui. Parfois, il n'y a pas. S'il n'y a pas, vous ne restez pas seul, il y a les chefs. C'est ça. Doit-on systématiquement passer par le secrétariat de l'établissement pour envoyer l'information préoccupante? Moi, je dirais que on est quand même, on travaille dans une relation de confiance quand même. Le chef d'établissement, il est garant quand même de la sécurité de son établissement. Donc, moi, je dirais que le chef doit être, ça fait partie des questions qu'on allait aborder, mais toujours en copie. Toujours en copie de cette information préoccupante. Le chef, je ne parle pas forcément de secrétariat. Oui, le chef. En principe, le chef, il est garant de ce que vous écrivez, donc il est censé être au courant. Alors, pas nous. Moi, je n'envoie pas au chef. Par contre, je le préviens quand je me dis que la police pourrait venir chercher l'élève. Donc là, évidemment, je ne peux pas ne pas le dire.
mais je le dis pas souvent, pas forcément. Par contre, vous, mais je ne sais pas si c'est une obligation en tout cas, de le faire ou pas, Moi, ça me mais paraît nécessaire. voilà, par rapport au Au travail. travail d'équipe, Ouais. hein, ça me semble compliqué Délicat de de pas ne pas avertir, ouais. avertir le chef. Alors, pas forcément le secrétariat, mais au moins le chef. Quand effectivement celle-ci, Ouais. elle est envoyée. Hein, d'ailleurs, je l'ai effectivement pas dit, mais dans le formulaire, c'est écrit où elle doit être envoyée. Hein, CE.77 social DEP. Enfin, pour nous, le 77, mais après, effectivement, chacun a l'adresse en fonction de son département. Et moi, c'est vrai que je mets toujours le chef d'établissement en copie. Alors, effectivement, je ne sais pas si c'est une obligation ou pas, mais je fais tout systématiquement. Ouais. Alors, pour essayer de voir si vous avez bien tout compris, on vous propose un petit jeu parce qu'effectivement, vous avez vu que parfois les réponses, elles ne sont pas si évidentes que ça. Donc, on vous propose un petit jeu pour éclaircir peut-être certains points. Alors, première question, c'est toujours celui qui reçoit les révélations qui rédige l'information préoccupante. Donc, c'est toujours celui qui reçoit les révélations qui rédige l'information préoccupante. Oui. Tout fonctionnaire a ce devoir d'alerte. On l'a dit plein de fois. Oui, on l'a dit plein de fois. Donc, effectivement. Article 40 du Code de procédure pénale. La réponse est vraie. N'importe quelle personne dans un établissement peut rédiger une information préoccupante. On l'a dit, hein, celui qui reçoit les révélations, hein, les informations, c'est lui qui va rédiger cette information préoccupante. Donc, on vient de le dire. Voilà. On a répondu à votre question. Donc, normalement, tout le monde a la bonne réponse. Je préviens toujours l'élève que je rédige une IP. Oui, on est quand même dans une relation de confiance. On rassure le jeune, mais effectivement. Alors, je préviens systématiquement le chef d'établissement de la rédaction d'une IP. On a un peu spoilé nos questions avec les réponses, mais c'est pas grave. Du coup, tout le monde a la bonne réponse. Ah non, on n'est pas sur la... Si, j'ai pas lu la bonne... Non, là, c'est les parents. Ah oui, t'as pas... Ouais, je suppose, c'est pas mis dans le bon ordre. Donc non, bien sûr que effectivement, en fonction des révélations, on ne prévient pas systématiquement le parent. Oui, moi aussi. Je ne sais pas ce que je... Bon, bref. Donc voilà, si les faits sont pénalement qualifiables, que la famille est en cause, acteur ou témoin, bien entendu, on ne prévient pas la famille. Le chef d'établissement en copie. Alors, bon, voilà, moi, j'aurais tendance à vous dire oui. Après, je mets systématiquement. Alors, moi, je le fais systématiquement. Est-ce que c'est une obligation? C'est pas la question. J'aurais tendance à vous dire oui. On n'a pas la réponse. Bon, on n'a pas la réponse. J'avoue, ouais, officielle. Mais on pourrait l'avoir. Ouais. Ensuite, je peux donner mon avis, parler de mon ressenti dans la rédaction de l'information préoccupante. Suspense. On évite justement les ressentis et on reste sur du factuel. Alors, je reçois toujours une réponse suite à l'envoi d'une information préoccupante. J'aurais dû mettre un petit militaire. La réponse est vraie. Alors là, tu nuances. Non, on nuance avec la question suivante. On a toujours une réponse, même si c'est un accusé-réception. Alors, c'était le piège. Hein. C'était le piège parce que parfois, c'est juste un accusé-réception, mais au moins, il y a une réponse. C'est-à-dire que la question n'est pas très claire. Oui, mais c'était fait exprès. On admet. Donc, en fait, il y a une réponse du SSFE, normalement, hein, qui nous indique qu'elle a bien transmis à la CRIP. Voilà. Normalement, on a au moins cette réponse-là. À minima. Voilà. Pouvez-vous dire l'entièreté de cet acronyme, s'il vous plaît? Ah, service social en faveur des élèves. Alors, il y a toujours une suite faite lorsqu'une information préoccupante est envoyée. Une suite, mesure, hein, des mesures ou une suite, quelle qu'elle soit. Non. Il n'y a pas toujours de suite, en tout cas de mesure. Hein, Alors oui, il peut y avoir des classements sans suite. Oui.
Et en plus, s'il y a des suites, on peut ne pas être au courant pour le coup. Ah, ce qui est assez frustrant. C'est très frustrant. Il peut y avoir des mesures judiciaires qui sont mises en place et on ne le sait pas. Alors, on le sait si la famille nous le dit à un moment donné ou si le service qui a la mesure nous appelle pour avoir des infos sur la scolarité de l'élève. Mais si tout se passe bien grâce à la mesure et que personne ne nous informe, et ben, on peut ne pas le savoir. Voilà. Question suivante. Je peux échanger avec l'assistante sociale ou la psy-UN sur ce que j'ai rédigé dans une information préoccupante. Est-ce que vous pensez que c'est vrai ou que c'est faux? Vous avez raison. On peut même vous aider à la rédiger, l'information préoccupante, si c'est compliqué. Voilà. On est dans une relation de confiance. On n'hésite pas à demander avis, conseil pour la rédaction. Voilà. Si on a des doutes sur ce qu'on peut y mettre ou pas, on n'hésite surtout pas. Alors, un élève a un comportement inquiétant en classe. Il se met à quatre pattes, crie des sons d'animaux, vous provoque en disant que le diable est en train de lui demander de vous frapper. Est-ce qu'on rédige une IP? Bien sûr. Ou pas nécessairement? Non. Non, là, on appelle la famille, évidemment, et on en discute avec la famille. Et par contre, si la famille ne met pas en place les aides, là, notamment psychologiques, pour aider son enfant, oui, à terme, il faudrait peut-être faire l'IP. Mais là, pour l'instant, on n'a pas assez d'éléments, en fait. Si c'est un fait, si c'est un fait isolé ou si c'est des choses qui vont se reproduire à plusieurs reprises. Enfin, même si ça se reproduit à plusieurs reprises. Oui, mais que la famille ne fait rien. Oui, c'est ça. Tu as raison, j'aurais dû préciser. Un jeune vous dit que son père l'a poussé dans les escaliers, l'a insulté et l'a frappé. Et le frappe, dès qu'il fait une bêtise. Est-ce que vous pensez que ça nécessite la rédaction d'une IP ou pas? Tout à fait. Oui, là, il n'y a pas d'hésitation. Non, danger, c'est l'IP. IP. Alors, une jeune dit que son grand frère de première l'oblige à lui faire des bisous et qu'il est méchant avec elle. Est-ce que vous rédigez une IP ou pas? Et on ne sait pas. Mais on n'a pas suffisamment d'éléments. Ouais, là, on n'a pas assez d'éléments. Alors, pour la petite histoire, l'IP a été rédigée en CM2 et elle a atterri sur mon bureau quand elle était en 6e puisqu'elle a été oubliée. Voilà. Donc, vous imaginez mon sentiment quand cette IP arrive sur ma boîte mail pour que je fasse l'évaluation. Donc, en fait, les bisous, c'était des bisous de grand frère à petite sœur. Et alors, j'ai dû faire toute une évaluation avec l'infirmière qui connaissait la famille, avec la psy, parce que j'ai su que la petite était suivie chez la psy libérale. Mais j'ai pu recevoir la famille en me disant qu'il n'y avait pas de problème du tout, pas en matière ni d'inceste, ni même de maltraitance du grand frère sur la petite. Voilà. Donc, mais c'était très piège, là. C'était très piège. Ouais, on comprend que l'IP puisse être écrite. Ouais. Alors, un élève vous confie que sa mère, en colère, l'a fait tomber de sa mezzanine. L'élève est en pleurs. Est-ce que vous rédigez une IP ou pas d'IP? C'est exactement ça. Oui. Pas dans l'immédiat, ça nécessite effectivement d'en savoir plus, d'appeler la famille. Enfin là, on demande à l'élève quand même de la mezzanine, de quel étage, quoi. Parce que là, en l'occurrence, c'était de la première marche de l'escalier. Donc, évidemment, pas d'IP, mais il ne l'avait pas dit. Hein. Donc, l'enseignante était catastrophée parce qu'elle pensait qu'elle l'avait fait tomber du lit, du coup. Donc, c'est tout à fait différent de le saut du lit et de la première marche de l'escalier de la mezzanine. Dernière question. Un élève vous explique que sa mère est en réalité l'ancienne compagne de son père qui habite en Afrique. Elle est à l'hôtel avec elle depuis quelques mois et madame la prive de nourriture. On reprend l'IP, le contexte. En conclusion, on voulait vous dire que vous êtes en établissement scolaire, donc forcément en équipe. Et que vous n'êtes pas seul et ne pas hésiter à solliciter en même temps qui vous avez dans l'établissement à ce moment-là. Hein, ça peut être effectivement assistante sociale, psy-UN, et puis s'il n'y a pas, au moins le chef d'établissement, infirmière, tout à fait, j'ai oublié, pardon.
Donc voilà, on a terminé sur ce qu'on voulait vous partager. Maintenant, on est à disposition pour répondre à vos questions si vous en avez, si vous avez envie d'illustrer, si vous avez envie de partager une situation, etc.